C'est ça. Le soldat est fait pour exécuter. Et c'est à vous, l'officier, de le dire, va te poster ici, tu observes et tu me rends compte. Et l'officier à son poste, il écoute en permanence. C'est à vous, l'officier, de dire le matin, faites des obstacles ici. Si vous ne commandez pas, le soldat meurt. Ça entache plus la cohésion. Il faut assumer. Et c'est ce qu'on a reproché d'ailleurs aux gens dans le passé. Il faut être ferme souvent. Voilà. La guerre ne se fait pas dans le laxisme parce que ça se paye cash. Ça se paye cash. Moi, j'ai été sur le terrain. Les hommes qui ont été sur le terrain me connaissent. On peut me trouver dur là-bas, mais on s'entend très bien. On va combattre, mais on va revenir vivant. Il n'y a pas de cohésion dans cette hypocrisie. Non, non, non. On préfère que les hommes puissent combattre, venir raconter leur bataille. C'est ça le plus important. Alors, quelles sont les actions concrètes qui ont été entreprises depuis la création donc, de cette alliance pour combattre le terrorisme sur le terrain? Merci, il y a eu beaucoup d'actions concrètes. Et c'est très réjouissant ce qui se passe sur le terrain. C'est devenu les mêmes armées. Il y a beaucoup d'actions qu'on ne peut même pas finir de citer. Les armées sœurs du Niger s'y retrouvent à exécuter des missions de l'armée malienne ou de l'armée burkinabé. L'armée burkinabé exécute des missions de l'armée malienne et de l'armée nigérienne. L'armée malienne aussi exécute des missions qu'on leur confie. Ça, ce n'était pas donné. Voilà. Deuxième chose, la coopération sur le terrain. Les forces sont mélangées et combattent ensemble très souvent. Et donc nous réussissons ça, surtout donc, dans la bande frontalière avec le Niger. Nos forces combattent côte à côte actuellement. Dans le domaine donc, des appuis aériens, c'est fréquent. Voilà. Lorsque nous avons beaucoup d'opérations et qu'on est submergé, on peut faire appel aux vecteurs nigériens, aux vecteurs maliens qui viennent nous appuyer. Lorsqu'ils ont besoin de nous, on part les appuyer. Et en termes de frontières, il n'y a pas de frontières actuellement. Donc les vecteurs burkinabés rentrent où ils veulent. S'ils sont en fin d'autonomie ou quelque chose, ils peuvent passer la main aux vecteurs maliens ou nigériens. Pareillement, ils rentrent aussi sur notre sol, ils font la recherche. Voilà. Et vraiment, ça se passe très bien. Il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement entre nos trois armées. Et l'objectif, c'est de créer dans un futur proche, voilà, une brigade expéditionnaire pour le compte de l'AES qui pourra faire donc des manœuvres en toute autonomie partout dans l'espace AES. On l'a annoncé, mais maintenant le travail se fait en bas pour faire germer la force. Voilà. À chaque étape, on ne va pas forcément sortir, dire que nous sommes à tel effectif, mais chacun a reçu ses instructions et est en train de travailler à mettre en place ce qu'il doit mettre en place. Donc, vous le saurez au moment venu. Et justement, est-ce que les pays auront les moyens financiers et matériels également nécessaires pour pouvoir mettre en place une telle force? C'est ce qu'on nous a toujours dit. On n'a pas les moyens, il faut aller chercher les moyens ailleurs. Regardez aujourd'hui ce que nous avons au Burkina. Quelqu'un nous a prêté 1 franc, quelqu'un nous a donné quelque chose, mais nous avons combien de bataillons équipés? En 2022, à côté, on avait combien de bataillons équipés? On avait un bataillon opérationnel, parce qu'il y avait au moins 4 ou 5 compagnies opérationnelles qui étaient équipées, qui peuvent sortir de façon autonome. C'est une réalité. En plus de ça, c'était les forces spéciales, l'hygiène peut-être. C'est eux qui avaient les moyens d'être projetés en même temps. Le reste, ils n'ont pas les moyens. On s'assoit et voilà, lorsqu'il y a opération, il faut rassembler à les donner. Parce que c'est dur d'équiper, c'est compliqué. Ce n'est pas vrai. Si on gère bien, il y a la possibilité d'équiper. C'est ça aussi que nous avons reproché, c'est tout ça qui nous a révoltés. Mais on nous avait nous aussi mis des choses en tête, que c'est difficile d'acquérir l'armement, c'est cher, c'est si. On a pris notre courage à 2 mains, on s'est mis face à la réalité. On nous a mis des bâtons dans les roues pour ne pas nous permettre de nous équiper. Vous êtes au courant, je l'ai dit plusieurs fois. Mais aujourd'hui, nous avons plus d'une vingtaine de bataillons équipés qu'on peut projeter d'une minute à l'autre. Ça veut dire lorsqu'on dit aux 20 bataillons de démarrer pour telle direction, ils n'ont pas besoin que quelqu'un vienne leur donner quelque chose, ils démarrent. Donc cette force, on peut l'équiper. Et regardez les armées maliennes, regardez les armées nigériennes. La dernière fois, vous voyez l'équipement du Niger qui passait par là pour rentrer au Niger. Donc on peut, nous pouvons nous équiper. On n'a pas besoin d'un appui.
Monsieur le Président, aujourd'hui, quel bilan faites-vous? Bilan d'étape de la guerre contre le terrorisme. Le bilan, c'est long à faire. Donc je viens de vous expliquer d'où est-ce que nous venions. Je ne dirais pas de zéro, mais en tout cas, il n'y avait pas quelque chose de substantiel pour faire la guerre. Aujourd'hui, nous pouvons contenir la menace. Ça, c'est une chose. L'armée a retrouvé plus ou moins sa capacité de combattre. Aucun soldat ne va aller aujourd'hui sur le front sans armes, ne va aller sans moyens de protection, ses gilets, casques et trucs, les munitions et autres, tous ces VDP. Le maillage a changé, et ça fait qu'on a occupé plus le terrain. Il y a beaucoup de zones où on n'avait pas de présence de force, où il y a aujourd'hui de la présence. Et ça fait que, bon, dès que la présence, les populations aussi rejoignent. Donc ça, c'est une avancée majeure. Et maintenant, la réorganisation de l'armée pour l'adapter aux réalités actuelles, ça aussi, c'est une avancée majeure. C'est tout ça qui permet d'avoir des résultats sur le terrain. Mais on n'a pas peut-être le temps de détailler point par point, au risque de revenir sur des choses qu'on avait déjà dites. Donc, il y a beaucoup quand même de choses qui sont faites. D'accord. Alors, Monsieur le Président, justement, nous sommes en guerre, mais il faut préparer également l'après-guerre. Comment comptez-vous réorganiser l'armée après la guerre? Oui, l'après-guerre, dès qu'on est en guerre, c'est pour préparer l'après-guerre aussi. L'armée doit participer, pour nous, l'armée doit participer activement à la vie de la nation. Rien qu'aujourd'hui, en Conseil, nous avons parlé d'un certain nombre de sujets où l'armée doit intervenir dans plusieurs domaines. Alors, il faut que l'armée puisse occuper un rang de sorte que la crise que nous avons connue ne puisse pas revenir à l'avenir. Et on ne peut pas avoir ces prédispositions-là sans donner une place à l'armée. Donc, en termes de maillage, de présence dans certaines structures stratégiques, l'armée sera importante. C'est-à-dire notamment là où il y a beaucoup de personnel d'une certaine qualité pour rien que le renseignement. Dans la vie active du pays, notamment l'agriculture, nous avons commencé à préparer le terrain aussi. Actuellement, dans beaucoup de casernes, on a ciblé un certain nombre de casernes. Ils ont fait des forages à gros débit. On veut initier les militaires à la production. Et ça a déjà commencé avec l'initiative présidentielle. Donc il y a plusieurs casernes. Et à l'élevage aussi, à beaucoup de choses, c'est-à-dire l'agriculture. L'armée va participer à la production. Vous avez suivi à Bagré ce qu'on a fait avec l'unité mixte qui est là-bas, VDP et militaire. Au début, les gens croyaient que ce n'était pas possible. Mais ils ont produit sur beaucoup d'hectares. Et donc on est en train de multiplier ce genre d'initiatives pour que l'armée puisse participer à la production agricole. L'armée va participer à l'éducation des plus jeunes aussi, parce que le patriotisme, il faut l'enseigner. Donc l'armée aura un rôle prépondérant, en tout cas à l'avenir dans la vie de la nation.